Bonjour, bienvenue dans cette émission des chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Tout d'abord, nous nous interrogerons sur l'avenir du patrimoine arménien au Haut-Karabakh, dans les zones conquises par l'Azerbaïdjan. Et puis, nous irons en Irak, nous nous interrogerons aussi sur un autre patrimoine chrétien. Que sont devenues les églises après la chute de Daesh? Et puis, nous terminerons cette émission de façon plus légère. Dans 25 jours, nous célébrerons Noël. Comment s'y préparer? Et pourquoi pas en cuisinant? Le 9 novembre dernier, la guerre qui se déroulait au Karabakh s'est terminée dans la douleur pour le peuple arménien. Une partie des terres de cette république autonome va passer maintenant sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Que vont devenir les trésors millénaires de l'Église arménienne? Les conséquences de cette guerre sont dramatiques pour le peuple arménien qui résidait sur la terre de leurs ancêtres. Ils doivent quitter, avec amertume, leur maison, leur travail, la stabilité de leur vie pour un refuge dans le territoire autonome ou en Arménie. Leur vie est à reconstruire entièrement. Bonjour Claude, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un historien du peuple arménien. Redites-nous, pourquoi est-ce que les Arméniens considèrent que cette terre est réellement arménienne? En tout cas, ça a toujours été à écrasante majorité arménienne. Au moins 1er siècle, le roi d'Arménie Tigran a fondé une ville là, qui s'appelle Tigranagest. C'était, disons, une marche orientale de l'Arménie. N'oubliez pas, par exemple, quelque chose de très significatif, l'imprimerie arménienne. Bon, vous savez, elle est née en diaspora, et pendant 2 siècles, elle s'est faite uniquement en diaspora. Le premier lieu d'édition arménien en Arménie, ça a été Etchmiadzin, au XVIIIe siècle, et le deuxième, ça a été Chouchi, en 1828. C'est le deuxième lieu d'édition arménienne en Arménie. Ça traduit quand même une présence culturelle très importante, quoi. Donc on peut dire que les Arméniens sont sur cette terre-là depuis des millénaires. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1921 lorsque cette partie, on va dire, de l'Arménie a été rattachée à l'Azerbaïdjan? Alors, donc ça a été donc évidemment dans le cadre de l'Union soviétique, hein. C'était, alors il fallait délimiter, disons, des frontières. Alors on dit, et c'est souvent beaucoup trop schématique, c'est Staline qui a donné le Karabakh à l'Azerbaïdjan. Bon, Staline a eu un rôle, c'est sûr, mais Staline de 21, c'était pas le Staline de 35 ou de 40. Hein. Donc il y avait en fait ce qu'on appelle le bureau politique et le bureau caucasien, qui comprenait des Arméniens, des Azéris, donc c'était des communistes tout ça, évidemment, officiellement. Eh ben, les Arméniens étaient plus communistes qu'Arméniens, les Azéris étaient plus Azéris que communistes, grosso modo. À l'époque, ben, les Arméniens, comme je vous ai dit, donc, ils n'ont pas eu d'État depuis plusieurs siècles, donc ils n'avaient aucune expérience diplomatique. Et ils se sont fait, pardonnez-moi l'expression, entre guillemets, rouler dans la farine par les Azéris, qui eux étaient les héritiers de la diplomatie ottomane. La seule satisfaction qu'on a donnée aux Arméniens, c'est de faire du Karabakh, de lui donner un statut. Statut qui s'appelait région autonome. Bon. Région autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un parlement. Parlement soviétique, bien sûr. Mais quand même, un parlement. Bon. Qui pendant tout le temps, pendant des décennies, a été, aux ordres de Moscou, qui suivait les ordres et tout. Quand il y a eu le début de ce qu'on appelle le mouvement du Karabakh, en 88, ce parlement soviétique a voté à la grande majorité, le rattachement du Karabakh à l'Arménie soviétique. Alors, si on accepte la décision de 21, ça veut dire qu'on se place dans la légalité soviétique. À ce moment-là, il faut aussi accepter la décision de 88, qui était en toute légalité soviétique. Le Parlement de la région autonome du Haut-Karabakh a demandé le rattachement à la République socialiste soviétique d'Arménie. Bon, ça a été refusé, et la réponse azérie, ça a été quoi? Ça a été les pogroms. Ça a liquidé toute la population arménienne de l'Azerbaïdjan, qui était très importante. Alors en 91, à la chute de l'Empire soviétique. La chute de l'Union soviétique, à ce moment-là, les Arméniens du Karabakh veulent mettre en pratique la décision de 88. Alors évidemment, ça a été la guerre. Il y a eu 2 ans de guerre, 92-94, et là, de manière quasi miraculeuse, disons, les Arméniens ont été victorieux.
Là, récemment, donc, dans la guerre récente, c'était pas du tout le cas. La Turquie intervenait massivement pour aider l'Azerbaïdjan. Alors, l'accord qui a été signé le 9 novembre dernier est peut-être le moindre des mal. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, quelle est la conséquence pour le patrimoine arménien qui est en zone Oui. qui va passer sous le contrôle de l'Azerbaïdjan? Il y a évidemment des chefs-d'œuvre de la culture arménienne qui vont être sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au Nakhitchevan il y a quelques années. D'abord, il y a eu le nettoyage ethnique. Et alors, la meilleure preuve de la présence séculaire arménienne, ce sont ces fameux Khatchkal, ces pierres-croix, dont il y avait ce qu'on appelait un cimetière de Khatchkal, qui était frontalier de l'Iran d'ailleurs. Il y en avait 2-3 000. Eh bien, ces 2-3 000 Khatchkal ont été détruits au bulldozer, carrément. Et ça, comme c'était à la frontière iranienne, ça a été filmé depuis l'Iran. Donc on a les films, ça c'est indéniable. Ça a été détruit au bulldozer pour effacer toute trace, après avoir effacé la présence arménienne physique, effacer les souvenirs de la présence arménienne. Alors, le problème, est-ce que ça va être la même chose là, hein? Le territoire du Karabakh avant la guerre de ces dernières semaines abritait non seulement les maisons du peuple arménien, mais aussi des trésors du témoignage de leur foi au cours des siècles. Notamment le monastère de Dadivank, perle de l'architecture arménienne, construit entre le 9e et le 13e siècle. Il est composé de plusieurs églises et possède des rajkars et des fresques ayant une valeur mémorielle inestimable. Il semble que pour l'instant, ce monastère soit encore sous la protection de l'armée russe. Il est situé à quelques centaines de mètres de la nouvelle frontière. Mais pour combien de temps? Tout comme le monastère d'Amaras, qui est encore aujourd'hui en zone Haut-Karabakh. Ce monastère, construit à partir du IVe siècle, a été la première école où Saint Mesrob a enseigné son alphabet. Oui, tout à fait. C'est un souvenir historique fondamental. Bon, qu'est-ce que ça va devenir, ça aussi, hein? Il n'a pas la splendeur de Dadivank, mais il est quand même beau. Et puis, comme vous dites, c'est un souvenir historique fondamental, quoi. D'ailleurs, dans la crypte de l'église, alors qui est plus récente, mais il y a la tombe d'un des premiers évêques qui était un petit-fils de Saint Grégoire l'Illuminateur. Oui, tout à fait, oui. Une autre place forte, disons, qui est tombée au cours de l'Algérie, c'est la fameuse ville de Chouchi. Qu'est-ce qu'on va faire des monuments, etc. Il y a la cathédrale, il y a d'autres églises, je pense à l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, l'église Saint-Jean-Baptiste. Il y a le lieu de la première imprimerie arménienne, qui est quand même un lieu historique important, 1828. Tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Affreux, quoi. Autres monuments aussi qui peuvent être aussi potentiellement menacés. Je pense au monastère des Trois Enfants. Oui. Monastère qui est entre guillemets perdu dans la montagne. Ah ouais, On imagine la communauté monastique en dehors du monde, le chant des offices, l'encens. Ce monastère était en cours de restauration. Oui. Yélis Mangams, oui. Le monastère Yélis Mangams. Le site est spectaculaire, quoi. C'est vraiment... on pourrait faire une liste comme ça, énorme, hein. Et le monastère aussi qui est à l'entrée du Karabakh quand on vient de l'Arménie, c'est le monastère de Tisanakavank, c'est donc le monastère de l'Hirondelle. Oui, des Hirondelles. Là aussi, on est 4e siècle, non, 5e siècle. 5e, oui. Avec des sculptures magnifiques, des piliers, tout ça. Oui, ça c'est ce qu'on voyait dès qu'on entrait c'était la porte d'entrée, quoi. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler aussi autre chose. La dernière dynastie royale arménienne est originaire du Karabakh. C'est quand même intéressant, ça. Alors, maintenant, on se pose la question de l'avenir de tous ces trésors. Je sais que l'association Terre et Culture essaye de surveiller tout cela. Demain, 30 novembre, c'est la date où ces territoires doivent passer définitivement sous contrôle azerbaïdjanais. En tant qu'Arménien, historien, quel est votre sentiment aujourd'hui? Effrayant, quoi. Faut toujours garder l'espoir, mais quand on sait tous les moyens mis en œuvre par la diplomatie azerbaïdjanaise, comme on sait qu'ils ont réussi dans toute impunité à détruire 2000, 3000 Khatchkal au bulldozer, sans aucune condamnation,
ni d'un État, ni de l'UNESCO, ni de rien. Ben, on a très peur de ce qui va se passer. Alors, même si au fond, on est assez désespéré, il ne faut pas jouer les désespérés, quoi. Et ça, il faut continuer à se battre pour sauver ce qu'on peut sauver, quoi. Il reste encore un lambeau, disons, d'autorité arménienne sur un petit territoire. Mais maintenant, comment il va se débrouiller? D'ailleurs, qui va... Bon, Stepanakert a été détruit en grande partie. Qui va la reconstruire? Qui va retourner y habiter? Il y a aussi tout ça qui se pose, hein, parce que la plupart des Arméniens du Karabakh maintenant sont réfugiés en Arménie. Est-ce qu'ils vont retourner sur ce lambeau de territoire ou non? Tout ça, on n'en sait rien encore. Hein. Merci Claude. Merci à vous. Hein, oui. C'est pas gai tout ça, mais bon. Faut faire avec, comme on dit.